Cette vidéo est sponsorisée par Orange. Dans tous les pays du monde, il y a les règles officielles, donc la loi, mais il y a aussi un ensemble de règles qui sont plus informelles. C'est ce qui fait les spécificités culturelles. Et c'est hyper important pour la vie quotidienne. Par exemple, en Turquie, c'est mal poli de refuser un thé, même si ça vient de quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est ce que m'a dit un ami turc. En Belgique, c'est la coutume que si quelqu'un vous offre une bière, dès qu'elle est vide, vous lui en offrez une à votre tour. Alors, il n'est pas que turc, en fait. C'est un ami qui est turc et qui est belge. Voilà, il vient de Belgique. C'est pour ça qu'il sait... C'est ce qu'il m'a dit. En Iran, si on vous offre quelque chose, c'est mal poli de l'accepter tout de suite. Il faut attendre que la personne insiste une fois, 2 fois, 3 fois, et là seulement vous pouvez accepter. Ça porte même un nom, ça s'appelle le torof. Et ça, j'en suis sûr, parce que je suis iranien. Eh bien, Internet aussi possède son ensemble de lois informelles qui font la vie en communauté. Dans les années 2006-2007, ces règles ont été listées par des internautes du forum 4chan. Donc 4chan, c'est un forum qui a été créé en 2004 et qui a eu un rôle très important de hub dans le développement de la culture Internet. C'est de là que, par exemple, vient le terme de rickroller, ce phénomène un peu culte de rediriger quelqu'un vers cette chanson. Une des spécificités de 4chan, c'est l'anonymat. C'est par exemple là que se sont développés les Anonymous, un groupe de activistes hackers, mais c'est aussi là qu'on va retrouver des membres de l'alt-right américaine, donc l'extrême droite, mais aussi des incels. Donc c'est le mot qui désigne célibataires involontaires. Ce sont des groupes particulièrement sexistes et haineux à l'égard des femmes. C'est donc ce mix d'internautes en tout genre qui est à l'origine des règles d'Internet. Alors, suivant les versions, il y a différentes listes de règles. Il peut y en avoir 40, 50, voire 100. Il y a des règles qui sont assez marrantes, comme par exemple la règle 16, qui dit que si on rate dans des proportions épiques, on devient presque un winner en fait. Ou d'autres règles qui sont très lucides, comme la règle 14, qui dit « ne débattez pas avec des trolls », parce que sinon ça veut dire qu'ils ont gagné. Mais certaines de ces règles sont plus insidieuses, plus dangereuses, comme celle qui fait l'objet de cette vidéo, la règle 32, ou 30 parfois, il n'y a pas de femmes sur Internet. Alors, d'où ça sort ? L'explication défendue, c'est que, vu que 4chan c'est anonyme, préciser qu'on est une meuf, c'est soit un homme qui veut attirer l'attention, soit c'est une meuf qui veut aussi attirer l'attention en disant que c'est une meuf. Voilà. Ce serait une technique de troll pour faire parler et attirer l'attention. C'est-à-dire que les utilisateurs de 4chan trouvaient que c'était tellement peu fréquent, tellement improbable de croiser une meuf sur Internet que forcément c'était pour attirer l'attention. Mais dans les faits, est-ce que la présence féminine sur Internet leur donnait raison ? Est-ce qu'il y avait si peu de femmes que ça ? Avant de répondre à cette question, je trouve ça intéressant de revenir à la base d'Internet, parce que ça peut bouleverser quelques idées reçues. La journaliste Claire L. Evans a écrit un livre qui parle de l'histoire des femmes qui ont contribué à la naissance d'Internet. Et on peut commencer par parler de l'histoire d'Ada Lovelace. On est au début du 19e, lorsque Ada travaille sur la machine analytique de Babbage. C'est l'ancêtre de l'ordinateur. Elle écrit dans ses carnets les instructions dont la machine a besoin pour pouvoir travailler seule et effectuer les calculs donnés. Donc en fait, c'est le premier programme informatique, et Ada est la première codeuse de l'histoire. On peut aussi parler de Grace Hopper. Plus d'un siècle plus tard, cette officière de l'armée américaine a l'intuition que la programmation doit être faite dans un langage plus parlé pour rendre plus accessibles les ordinateurs. Elle invente donc le langage COBOL en 1959 et il est encore utilisé aujourd'hui. Et enfin, on peut parler de Hedy Lamarr, inventrice et actrice hollywoodienne, énorme machine, qui est à l'origine du principe de transmission de signaux. Voilà, ça a été utilisé dans le Wi-Fi, tout simplement. C'est une machine. Donc on voit qu'il y a pas mal de personnalités qui font le lien entre les femmes et l'émergence de l'informatique. Et d'ailleurs, de manière générale, jusque dans les années 70, elles étaient nombreuses à occuper des postes à responsabilité dans la programmation. Et pourtant, elles ont été largement invisibilisées. Il y a Claire L. Evans qui écrit que quand ces tâches, donc les tâches informatiques, sont devenues importantes, qu'elles ont eu de la valeur, qu'il y avait de l'argent à faire, c'est là qu'on a vu les femmes quitter progressivement le terrain. Non par choix, mais parce que les hommes voulaient ces boulots, réalisant qu'ils pouvaient y revendiquer un statut. Alors c'est un constat qui est visible quelles que soient les échelles. Par exemple, dans les grosses boîtes de la Silicon Valley, on va dire qu'il y a environ 30% de femmes dans les postes de direction. Au niveau des échelles nationales, on peut voir que par exemple en France, seulement 5% des experts cyber sont des femmes. Mais il n'y a pas seulement une différence dans les jobs, il y a aussi une différence dans l'accès à Internet. C'est ce qu'explique le chercheur Bruce Bimber dans les années 2000 avec son étude Measuring the Gender Gap on the Internet, donc mesure
du fossé entre les genres sur Internet. Et pour vous donner une idée, l'écart, il est de 10 points en 1999, ce qui est énorme. Et quand on regarde les fréquences d'accès, donc chez les personnes qui avaient accès, chez les hommes, ça montait à 38% d'utilisateurs fréquents et seulement 25% chez les femmes. Donc que ce soit dans l'accès ou dans la fréquence d'usage, Bruce Bimber nous dit que c'est des écarts qui sont statistiquement significatifs. Alors comment on peut expliquer cet écart ? L'une des raisons, c'est la socialisation familiale. Dès 1973, les travaux de Elena Bellotti, qu'on peut retrouver dans son livre « Du côté des jeunes filles », montrent que la famille crée l'idée d'un certain rôle féminin à travers des conditionnements sociaux. C'est-à-dire que les parents incitent inconsciemment les enfants à se diriger vers certaines choses ou à ne pas se diriger vers certaines choses. Dans l'imaginaire parental, l'informatique, c'est plutôt associé à quelque chose de logique, c'est associé à l'ambition, et donc ça rentre dans le domaine masculin. Un autre élément qui va dans ce sens, c'est par exemple les études en 2004 de Sylvie Octobre qui montrent que les garçons recevaient beaucoup plus souvent des ordinateurs comme cadeau que les filles. Une autre raison qui découle de celle-là, c'est la manière avec laquelle l'espace est vécu de manière genrée. Un des exemples les plus frappants de ça, c'est l'insécurité que peuvent ressentir les femmes lorsqu'elles se promènent dans la rue. Et bien pour l'accès à Internet, ça se faisait aussi dans un espace qui pouvait être genré. Voilà, je vous laisse peut-être vous rappeler de la pièce chez vous où il y avait l'ordinateur. Voilà, souvent, c'est une pièce un peu masculine qui est sous la zone d'influence paternelle. C'est souvent le cas. C'est des toutes petites choses, mais ça contribue à expliquer cette fracture numérique sur le genre. Alors après, aujourd'hui, c'est la génération des digital natives, donc c'est les gens qui sont nés avec Internet, et donc qui accèdent à Internet à peu près partout et tout le temps. Et donc, c'est une génération qui a vu se réduire les disparités d'accès et d'usage à Internet. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si au moment où ces règles d'Internet sur 4chan ont été écrites, est-ce qu'il y avait vraiment plus d'hommes que de femmes sur Internet ? C'est une bonne question, ça. Eh bien, c'était en 2006, et il y a une étude qui montre qu'à l'époque, les femmes étaient tout aussi présentes que les hommes sur Internet, à l'exception de la catégorie des personnes âgées, qui de toute façon n'allaient pas sur 4chan. Donc le raisonnement ne tient pas, quoi. Oupsi doupsi. En revanche, là on a parlé des pays développés, mais pour les pays en voie de développement, faut garder en tête que ces disparités existent toujours, que ce soit pour des raisons symboliques, culturelles ou économiques. Les chiffres de la Web Foundation montrent que les femmes pauvres des pays en développement sont 50% moins susceptibles de se connecter à Internet. Et c'est pour plusieurs raisons, et on peut donner par exemple une raison que je trouve assez intéressante, c'est les cybercafés. Dans les endroits où le cybercafé joue un rôle clé à l'accès à Internet, c'est problématique parce que c'est souvent un endroit qui n'est pas accueillant pour les femmes. Alors il y a Nanjira Sambouli de la Web Foundation qui nous dit la chose suivante. Quand les gens construisent des cybercafés, il y a une erreur fondamentale dans la conception. Ils pensent que ce sont des endroits assez sécurisants pour qu'une femme y aille, mais ce n'est souvent pas le cas. Alors une fois que l'usage et l'accès sera facilité pour toutes, est-ce que tout sera gagné ? Pas forcément. Au vu de la misogynie qui a poussé les utilisateurs 4chan à dire qu'il n'y avait pas de femmes sur Internet, c'est pas si simple. Dès 1998, les travaux de Kestarfen et Lambiaz ont montré que les espaces virtuels étaient modelés par les discours et les structures de pouvoir qui agissent déjà dans la société. C'est ce qui se passe avec les intelligences artificielles. Les IA ont besoin de données pour pouvoir générer des résultats. Si les données qu'on donne aux IA sont sexistes, on risque d'avoir des résultats qui sont sexistes. C'est un truc qu'explique Johanna Bryson, professeure d'éthique de l'IA de la RT School de Berlin, qui nous dit « Beaucoup de gens nous disent que cela montre que l'IA a des préjugés. Mais non, cela montre que nous avons des préjugés et que l'IA les apprend. » Alors, est-ce que finalement, cette règle 32, on peut pas la traiter un peu comme une blague, quoi ? Voilà, c'est juste une blague de mauvais goût et on passe à autre chose. Non. En fait, on est obligé de le traiter comme un enjeu important parce que de la même façon qu'une société sexiste aura tendance à tendre vers un Internet sexiste, eh bien un Internet sexiste va avoir tendance à tendre vers une société sexiste. Les usages d'Internet ont des répercussions dans la vraie vie. Et c'est ça qui fait que la règle 32, elle est dangereuse. Au passage, elle n'est pas utilisée, cette règle. Genre, il y a peu de gens qui la connaissent aujourd'hui. Enfin, j'en sais rien. Je pense, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez cette règle ou pas. Mais je trouve que son existence est quand même hyper symptomatique de quelque chose et que du coup, c'est hyper intéressant d'en parler. Aujourd'hui, ça fait près d'une quinzaine d'années que ces règles ont été énoncées sur 4chan et depuis, il y a des trucs qui sont vraiment pas cool. Il y a
un cybersexisme qui peut être très présent, avec notamment du harcèlement, même sur les nouvelles plateformes très utilisées par les jeunes, comme Twitch. Par exemple, il y a la streameuse Magla, comme beaucoup d'autres, qui a décrit les immondices qu'elle peut voir et recevoir et les menaces dont elle est victime sur la plateforme. Donc ça, c'est un enfer. Mais le truc, c'est que les réseaux sociaux, il y a une autre face, qui est une face plus positive. Par exemple, Internet et les réseaux sociaux ont eu une importance capitale dans la naissance de la 4e vague féministe. C'est même le berceau de la 4e vague féministe, avec notamment, par exemple, les hashtags Balance ton porc et MeToo, où les réseaux sociaux ont permis de mettre en lumière la parole féministe. Donc au final, comme beaucoup de choses, Internet, c'est un outil qui est mis à disposition, et donc comme tout outil, c'est ce qu'on en fait qui va faire que ça va être quelque chose de positif ou négatif. Et d'ailleurs, truc que je trouve très intéressant, quand Internet est arrivé, les chercheuses féministes, elles étaient hyper enthousiastes, parce qu'elles se sont dit que le fait de dissocier l'enveloppe physique de la présence digitale, ça allait à l'avantage des théories les plus fluides sur le genre. La chercheuse Aluker Rosenstone disait même que pour les espaces virtuels, le corps transgenre et le corps naturel. C'est-à-dire qu'en gros, l'anonymat allait permettre d'aller au-delà des différences. Et c'est là qu'on voit comment Internet est modelé par nos actes, parce que c'est ce même anonymat qui a permis aux utilisateurs de 4chan de véhiculer un point de vue sexiste. Donc ça dépend de comment nous, on utilise cet outil. Ça dépend des mots qu'on y écrit, des idées qu'on y discute. Il faut contribuer à créer l'Internet qu'on a envie de voir. Et c'est justement dans cette optique qu'avec le partenaire de cette vidéo, Orange, on vous invite à participer au programme Better, petit jeu de mots, qui est un programme spécifiquement créé pour les créatrices de contenu vidéo. D'ailleurs, le programme, c'est une création de Orange et de Loopin. Et Loopin, pour la petite histoire, c'est l'agence de mon agente, Nawel, que vous avez peut-être vu dans mes stories Instagram, si vous me suivez sur Instagram, ou parfois sur cette chaîne YouTube, en vidéo. Et donc, je trouve ça trop cool qu'ils aient fait ça, et je suis hyper fier que ça existe. C'est un programme d'accélération qui se tient sur 5 jours et qui va vous soutenir dans votre projet de développement sur Internet. Et ça se fera notamment via des vidéos produites par Orange. Alors, pour participer à Better, c'est très simple. Il suffit de rejoindre l'appel à candidature, et je vous mets toutes les informations dans la description. Il y aura 10 vidéastes féminines recrutées, 15 intervenantes et intervenants, 10 marraines et parrains, évidemment je serai parrain, 10 contrats à 2000 € et un partenaire exclusif, que je remercie une nouvelle fois pour cette vidéo, Orange. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à candidater. C'est vraiment... donc je connais les gens qui font le programme, du coup, et je sais que c'est des gens bien, et je sais que ça va être de la balle. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était hyper intéressant pour moi de la faire aussi et de réfléchir sur ces thématiques-là. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Love, peace, ciao.